Donc je vais essayer d'un petit peu entrer avec vous dans le programme de maths. Et je vais commencer par une petite vidéo. Alors, ça fait beaucoup d'argent, hein? Parce que j'ai vendu beaucoup de fromage. Alors, Gaspard, c'est plus possible. Avec tout ce que t'as vendu, il manque 12 deniers au moins. ah zut, pas de chance ça. Oui, bah non, ça peut plus continuer là, Gaspard. Bon, c'est pas une fatalité. Là, j'ai 5 fromages. Ah bon? Non, c'est des doigts. Mais on va dire que c'est des fromages, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Oui? Je sais pas, oui. J'ai combien de fromages là? 5? Mais non! Tu l'as dit tout à l'heure. Elle a dit tout à l'heure, j'ai 5 fromages. Oui, je l'ai dit. Bon, autrement, c'est pas grave. 1, 2. Les autres, on verra plus tard, d'accord? J'ai combien de fromages là? 5. Mais non! Mais bon Dieu de toi, c'est pas compliqué quand même! 1, 2, ça, là, c'est 2. Et ça, c'est 2. Oui, enfin, non. Là, il est tout seul, mais si t'ajoutes le pouce, ça fait 2. Ah, ça, c'est 2. Mais non, là, il est tout seul. Si t'ajoutes le... Non, mais c'est pas compliqué, mais arrête de bouffer, toi, aide-moi plutôt. Ah, surtout pas, ça risquerait de s'arrêter, là. Bon, ça, c'est 1. Oh! Ça, c'est 1 et ça, c'est 2. 1, 2. Mais si tu en enlèves 1, ça devient 1. Et c'est pareil pour l'autre, tu comprends? Bon, ça, là, c'est 1. Non, c'est 2. Ça peut pas être 1, puisque 1, c'est ça. Et puis, merde! Oh! Hey, Isabeau! Ouh. Alors, François, Oui. je pense que ça, c'est 2. Voilà! Voilà. Et Isabeau, il a compris, hein? Formidable! Petite caricature de situation qu'on rencontre parfois en classe, où on prend un chemin qui n'est pas tout à fait le même chemin que l'élève a pris, et on n'arrive pas à se dépatouiller de l'histoire. Et donc dans le programme, on essaye de donner des bonnes pratiques pour éviter ce genre de situation qui est quand même un petit peu embarrassante quand on est comme ça avec l'enfant qui ne comprend pas trop où on va. Et donc mon objectif ici, c'est de rappeler la structure du programme, c'est de partir du modèle de Marinova et Biron pour trouver quelques bonnes pratiques, et c'est de faire un petit focus sur les facteurs favorisants, où on va aussi retrouver des bonnes pratiques. En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, ce qu'on va aller faire, c'est rentrer dans le programme par les introductions. Vous savez, les premières pages là qu'on lit pas trop. Bon, on va aller une fois un petit peu regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Vous allez voir qu'il y a quand même des choses intéressantes dedans. D'abord, la structure. La structure du programme de maths. On a une introduction générale. On a ensuite les 4 champs, avec plein de gros mots. Puis on a une annexe qui a été écrite en collaboration plutôt par Benoît, sur la façon le ductus des chiffres. Et donc il a fait ça en lien avec le ductus des lettres. Un glossaire qui reprend les définitions pour adultes. Donc ce ne sont pas les définitions à donner aux enfants, c'est vraiment moi, en tant qu'adulte, comment je définis le concept. Et puis une bibliographie qui reprend un petit peu tous les bouquins, toutes les ressources qu'on a utilisées pour écrire ce programme de mathématiques. Brièvement, les 4 champs. Premier champ, jusque maintenant on appelait ça les nombres. Parfois, si on était courageux, on disait les nombres et opérations. Maintenant, on appelle ça de l'arithmétique à l'algèbre. Super intéressant, une fois qu'on a compris chacun des gros mots qui est là-dedans. Chaque champ nous montre vraiment, voilà ce que nous on fait dans le fondamental. Voilà à quoi ça va servir quand on va arriver dans le secondaire. Et on aura vraiment la continuité qui va apparaître dans le nom de chacun de ces champs. Par exemple, de l'arithmétique à l'algèbre, en fondamental, on va travailler avec des nombres, le 5, le 12, le 26, etc. C'est les numéros du loto que je vous donne là. En secondaire, ils vont travailler avec des A, des B, des C. Si on leur dit jamais aux enfants, vous savez, en fait, le A, il représente les nombres que vous avez travaillés, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est la continuité, etc. C'est vrai que c'est compliqué. Ici, on a vraiment cette continuité. Alors, juste pour votre information, le mot algèbre, j'aime bien de faire un petit peu de l'histoire des maths. Et Benoît m'a donné un super livre, Le Grand Roman des Mathématiques, où on explique justement cette histoire des mathématiques. Par exemple, le mot algèbre, ça vient d'une histoire avec un sultan qui avait demandé à un bonhomme qui s'appelait Al-Khwarizmi de lui écrire un ouvrage qui reprend tous les problèmes que je peux rencontrer dans mon quotidien et les réponses à ces problèmes. Alors le gars, il a dit ok, il a commencé à écrire le livre, et puis il s'est dit mais moi je vais commencer mon bouquin par une généralisation
de ces résolutions. Je vais mettre ensemble tout ce qui se ressemble et je vais donner une méthode générale. En fait, il est passé de l'arithmétique, travailler sur des nombres, à de l'algèbre, généraliser une situation. Et pour info, ce livre, alors attention, je prends mon élan, ce livre s'appelait Kita al-Muqtasar fi Isab al-Jabr wal Muqabala. Voilà, à votre santé. En latin, ça s'est appelé Liber algebrae fi al-Muqabala. Et en français, c'est devenu de l'algèbre. D'accord? Donc le mot algèbre vient de cette démarche de généralisation. Voilà, maintenant je peux reposer le reste je maîtrise. C'était juste le nom du livre que je ne connaissais pas. Des objets de l'espace à la géométrie, même principe. Dans le fondamental, on va observer l'espace qui nous entoure. On va observer les objets qui sont présents dans cet espace. Un peu à la fois, on va généraliser tout ça et on va arriver à de la géométrie. Des grandeurs à la relation entre variables, même chose. On va mesurer, on va définir ce que sont les grandeurs, on va travailler sur ces grandeurs, on va calculer des périmètres, des aires, etc. Et puis après, en secondaire, on va aller voir, tiens, quand telle grandeur varie, qu'est-ce qui se passe avec cette autre grandeur? Quelle est la relation qu'il y a entre ces deux grandeurs? De l'organisation des données à la statistique, on va organiser les données qu'on a devant nous, on va les trier, on va les classer, on va les ordonner, pour par la suite, on va pouvoir les faire de la statistique sur ces données. D'accord? Vous voyez vraiment cette progression qui est super intéressante. On a donc quatre champs différents, et pourtant 4 champs interdépendants. De nouveau, dans l'histoire des maths, on voit que quand je suis en géométrie, je vais quand même être un petit peu dans l'algèbre. Si je veux démontrer le théorème de Pythagore, je peux le faire de manière tout à fait algébrique. Il y a des liens entre ces champs. Pourtant, chacun des champs travaille des choses bien spécifiques, mais on a quand même un point commun, c'est la résolution de problèmes. On va pouvoir utiliser la résolution de problèmes comme un outil transversal qui va permettre de contextualiser les savoirs, les savoir-faire dans chacun des champs. Point d'attention, les résolutions de problèmes, ce n'est pas du traitement de données. D'accord? La résolution de problèmes, on peut la trouver dans tous les champs. Alors dans le programme P3P4, je vous spoil 2 fois le programme P3P4. D'accord? Dans le programme P3P4, on a mis cette petite méthode qui est la méthode SEAV, donc la méthode du détective Sieve, où on explique justement, on va d'abord s'approprier le problème, et là, oui, je serai dans le traitement de données, dans l'organisation des données. Mais ensuite, je vais devoir établir un plan de résolution, puis je vais devoir appliquer ce plan de résolution, et puis je vais aller vérifier ma réponse. Là, je serai dans le champ concerné par le problème. Je peux être dans les nombres, dans les grandeurs, dans le traitement de données, peu importe. Mais ce n'est pas parce que je suis dans un problème que je suis dans le traitement de données. Ça, c'est vraiment un point d'attention important. Premier point d'attention, c'est la nature de la tâche que je vais proposer aux enfants. Je vais devoir réfléchir à quelle est la tâche que je vais leur proposer. Je vais être dans la résolution de problèmes, mais pas que, on l'a vu hier avec Benoît Galland, on est aussi parfois dans des tâches très précises, très élémentaires, et puis que je vais recontextualiser par la suite avec de la résolution de problèmes, et si possible, on va aller dans le quotidien de l'enfant pour qu'il comprenne le sens, l'utilité des mathématiques. On va aller aussi exploiter son environnement direct. Ben oui, les objets de l'espace, c'est l'objet de l'espace direct de l'enfant. Et on va l'amener à varier les types de raisonnement, de l'inductif, du déductif, de l'analogique. Par exemple, dans le programme, vous avez une activité où on va aller en équipe comptabiliser le nombre de noix que l'on a rassemblées après une balade dans les bois. On est bien là dans un petit problème. On a été dans l'environnement, on a été au parc, etc. On a appris des choses, on a appris à dénombrer et on va aller appliquer ces stratégies dans un contexte bien précis. Une deuxième dimension, c'est le rôle de l'enseignant. Oui, on sert quand même un petit peu à quelque chose en tant qu'enseignant. On a un certain rôle à jouer auprès des élèves. On a un rôle au niveau de tout ce qui est verbalisation. Verbaliser notre façon de faire, notre pensée, nos savoirs, mais aussi les faire verbaliser par les enfants, les amener à verbaliser. Dans le programme, on a vraiment essayé de montrer comment faire verbaliser les enfants. Utiliser un vocabulaire mathématique, tiens, un peu de flesco. Oui, les maths, on a quand même un vocabulaire parfois qui nous est vraiment précis.
c'est important de l'utiliser. Quand mes élèves partaient en stage, quand j'étais à l'école normale, ils partaient faire un stage en maternelle, et puis ils revenaient, ils disaient, Madame, ma maître de stage, elle veut que je voie le rond. Oui, alors tu vas travailler le cercle et le disque. Oh non, c'est compliqué, le cercle, le disque. Oui, alors tu vas lui apprendre le nom des dinosaures. Je pense que cercle, disque, il y a moyen. Sinon, alors je leur caricaturais, je leur disais, voilà, vous allez dire à l'enfant, voilà, ça c'est un rond. Est-ce que tu as compris ce que c'est un rond? Montre-moi un rond, tu sais me montrer le rond, parfait, explique-moi, génial. Maintenant que tu as compris ce qu'est un rond, en fait ça s'appelle pas un rond. Ça s'appelle un disque si c'est la surface, ça s'appelle un cercle si c'est le contour. Ah, que les maths c'est compliqué. Oui, bah prenons le bon vocabulaire direct, ça va déjà simplifier les choses. Et puis, faire découvrir l'utilité des maths. Oui, les maths ça peut être utile. Faire découvrir l'utilité, ben justement, en partant du quotidien de l'enfant, en mettant les maths dans le quotidien, je vais me rendre compte que, tiens, c'est quand même pratique, ça me permet de faire des choses assez facilement. Dans le programme, on a mis cette dimension aussi en avant, par exemple avec ces notions de contour et de surface. Alors on va être dans l'action, on va dire à l'enfant, tiens, qu'est-ce que tu peux faire avec le contour? Je peux marcher dessus, ou bien si c'est plus petit, je peux avec le doigt tracer le contour, et la surface, ah ben, je peux rouler sur la surface, peux la toucher avec ma main. Donc on va être dans l'action, mais aussi dans la verbalisation pour faire travailler le cerveau. Et puis on va aller dans le vocabulaire. Ok, donc ça c'est le contour. Quand je mesure le contour, ça s'appelle le périmètre. Quand je mesure la surface, ça s'appelle l'aire. Et on va distinguer les choses. Autre dimension, le contexte social, tenir compte du contexte social, et valoriser. Valoriser les démarches que les enfants connaissent, que les élèves maîtrisent déjà. Par exemple, avec les stratégies de calcul, on va partir des stratégies qu'ils ont déjà, eux, en main, et pas uniquement de la stratégie que la prof ou le prof maîtrise. Je ne sais pas dans vos villes, mais à Comines, on savait dire de quelle école on venait à la façon dont on résolvait les multiplications écrites. Parce que chaque enseignant avait sa façon de résoudre et ne donnait que sa méthode. Non, on va essayer de partir de ce que les élèves connaissent, ont imaginé. Alors ils ont beaucoup d'imagination, donc ils vont trouver des choses auxquelles nous on n'a pas pensé. On va partir de ce que eux ont fait et les mettre en avant aussi, pas que ce que nous on a fait. Utiliser les outils mathématiques comme soutien d'apprentissage. Utiliser d'abord les outils, utiliser ceux qui existent. Montessori, elle a fait des chouettes choses au niveau des nombres, du matériel qui permet vraiment de comprendre, de visualiser les nombres. Manipuler et expérimenter, mais pas que. On est d'accord que dans le livre qu'on a reçu hier, là, il parle des neuromythes, il parle de la manipulation. Si je ne fais que manipuler, oui, ben non, c'est bien gentil, mais ça sert à rien. Par contre, si je manipule, mais qu'après je vais plus loin, et que je verbalise, et que j'explicite, et que je fais réfléchir, là c'est intéressant. Et puis, bien sûr, garder des traces de ce que j'ai découvert. C'est pas tout d'un coup j'ai découvert et puis je passe à autre chose, je garde des traces vers lesquelles je vais pouvoir revenir par la suite. Par exemple, un outil que j'aime bien, donc je voulais vous le montrer, pour les tables de multiplication. On a fait des transparents avec les nombres de 1 à 100 et sur chaque transparent, on a mis les nombres qui appartiennent à la table, donc qui sont des multiples de. Et puis après, je peux superposer ces tables et observer les liens qu'il y a entre les différentes tables. Tiens, je vois que entre le 5 et le 10, il y a des choses communes. Si je rajoute le 2, je vais me rendre compte qu'il y a des choses communes aussi. Qu'est-ce qui est commun? Pourquoi? Etc. Donc c'est un outil de visualisation qui est assez sympa. Dernière dimension, c'est l'équité et l'accessibilité. C'est-à-dire tenir compte vraiment du développement cognitif de l'enfant. Et ça, le nouveau référentiel a vraiment fait un gros pas en avant là-dessus. Il y a plein d'apprentissages que l'on ralentit pour vraiment se coller au développement cognitif de l'enfant. Donc dans le programme, j'ai mis comme exemple le développement de la géométrie chez l'enfant. Il va d'abord organiser, alors le tout petit, avant qu'il arrive à l'école, organiser son moi corporel, d'abord se mettre en accord avec lui-même, tiens, mon nez, mes yeux, etc., où ça se trouve, ok, je me connais, je vais pouvoir aller voir plus loin. Aller voir plus loin, ça veut dire aller voir les autres, les objets, par rapport à moi. Je suis le centre et
comment sont les objets par rapport à moi. Le tableau est devant moi, c'est vraiment moi le repère. Ensuite, je vais me situer moi par rapport aux objets. Donc ce sont les objets qui vont devenir le repère, et puis je vais voir où moi je me trouve par rapport aux objets. Et puis je vais pouvoir situer les objets entre eux et être vraiment un observateur externe. Ce qui est super intéressant, c'est de voir que le développement de l'enfant est en corrélation avec le développement de l'homme avec le grand H. L'homme, d'abord, il s'est compris lui-même, puis il a cru qu'il était le centre de l'univers, puis il s'est rendu compte que non, c'est le Soleil et lui tourne autour du Soleil, et puis qu'il y a des planètes, des galaxies dans lesquelles il n'y est même pas, et il a pu observer en tant qu'observateur externe. Et donc on retrouve ce même développement. C'est comme ça que je le retiens, sinon j'oublie toujours dans quel sens sont les étapes en fait. Voilà pour la philosophie générale. On va aller voir maintenant un petit peu chaque champ. Et premier champ, de l'arithmétique à l'algèbre. Et donc le chat, moi j'aime beaucoup le chat. En effectuant une opération assez simple, 2 plus 2, je réalise qu'il existe des milliards de mauvaises réponses et seulement une bonne. Est-ce que la majorité n'aurait donc pas toujours raison? La structure de l'arithmétique à l'algèbre, ancien programme, on avait 3 parties, nouveau programme, on a 2 parties. En fait, dans le nouveau programme, c'est la structure du référentiel qui est comme ça, je travaille les nombres et puis je travaille ce que je peux faire avec les nombres. La troisième partie qui était là au milieu dans l'ancien programme, organiser les nombres par famille, en fait, on le retrouve dans les autres parties parce qu'il est au service de... Si j'organise, c'est pas pour organiser. J'organise pour mieux comprendre ou j'organise pour mieux opérer. Donc ça a pleinement son sens d'avoir splitché cette partie-là du milieu dans les 2 autres rubriques. Alors c'est tout petit, mais c'est pas grave, c'est la structure qui est intéressante. Avec Benoît, on a chacun fait, lui en français et moi en maths, un petit document qu'il vous expliquera aussi, qui permet de comparer encore plus finement que les tables de correspondance la différence entre l'ancien et le nouveau programme. Alors en maths, moi j'ai listé les savoir-faire qu'on ne retrouve plus ou qu'on ne retrouve plus tels quels dans le nouveau programme. Je les ai pas mis par compétences spécifiques parce que dans l'ancien programme de maths, les savoir-faire, on les retrouvait tous un petit peu partout. Donc c'était compliqué de dire c'est à tel endroit qu'on les retrouve. Donc je les ai listés. Et dans l'autre colonne, on retrouve pourquoi on ne l'a plus tel quel ou bien où ça se trouve maintenant avec une petite explication. D'accord ? Donc c'est vraiment un tableau qui permet facilement de comprendre tous ces changements qui ont eu lieu entre l'ancien et le nouveau programme. Et ça se trouve sur la salle des profs, évidemment. Les facteurs favorisants pour l'enseignement de l'algèbre et de l'arithmétique, enfin de l'arithmétique vers l'algèbre, on va partir du terrain, mais on ne va pas y camper. Ça, j'aime beaucoup, c'est une phrase de Anne Chevalier. On va partir du terrain, mais à un moment donné, pour faire des maths, il faut pouvoir quitter le terrain pour être un niveau au-dessus que le terrain. C'est là qu'on fait des maths. C'est quand on s'élève. Ça, le jaune, c'est pas top, hein, on voit pas bien. S'appuyer sur du matériel pertinent, mais aussi apprendre à s'en passer. Il y a une collègue du secondaire qui expliquait que sa sœur, quand elle était en primaire et qu'elle devait compter, elle comptait avec ses orteils. Bah oui, madame, elle avait dit qu'elle pouvait plus utiliser le doigt. Et comme elle savait pas comment faire, eh ben elle utilisait ses orteils à la place de ses doigts. Et donc, pour construire les représentations mentales, on va utiliser le matériel, mais on va aussi apprendre à l'enfant à passer de ce matériel à sa représentation mentale qui permettra de me passer du matériel. Par exemple, pour les tables de multiplication, on a mis plein de matériel possible à utiliser avec les enfants en classe, mais aussi, à un moment donné, ok, comment je vais faire maintenant pour aller mettre ça dans ma tête, pour pouvoir me représenter ça dans ma tête et ne plus devoir utiliser ce matériel. C'est important aussi. On retrouve ici la dimension de Marinova et Biron, les outils mathématiques, comme soutien d'apprentissage et pas comme objet d'apprentissage. C'est bien un soutien. Autre facteur favorisant, schématiser pour catégoriser et modéliser. Alors j'ai mis les petites lunettes. Les lunettes de mathématicien, ça veut dire quoi, chausser ses lunettes de mathématicien? C'est mettre des lunettes et se dire je regarde le monde comme un mathématicien le regarderait, c'est-à-dire en allant à l'essentiel par rapport à ce dont j'ai besoin.
En maternelle, on fait souvent un jeu pour la décomposition où on a des quilles. L'enfant lance les quilles, il y en a 6. Il lance pas les quilles, non, il lance la balle sur les quilles. Et puis il observe et il se rend compte que moi j'en ai fait tomber 5 et il y en a une qui est restée debout. Ok, donc sur mes 6 quilles, j'en avais 5 debout, une couchée. Ok. Et toi, moi sur les 6, j'en avais 3 debout, 3 couchés. Puis en fait, on arrive à la décomposition du nombre 6. Et on va leur demander de dessiner la situation. Alors au début, moi je disais à mes étudiants, voilà, vous faites dessiner la situation, ok. Puis ils revenaient, ils disaient, madame, ça marche pas très bien parce que pendant 1 heure, ils ont dessiné une quille. Il y en avait quand même 6 à dessiner par situation. C'est un peu long. On a réfléchi, on s'est dit, oui, mais le problème, c'est que l'enfant, il dessine la bosse, le petit creux, la petite fleur. Ah, zut, elle est jaune, hop, je vais chercher le... Il dessine tous les détails. Et donc, on va l'amener à chausser ses lunettes de mathématicien. Et de se dire, est-ce que c'est intéressant de garder le jaune? Non, on s'en fout. Qu'est-ce que moi j'ai besoin de savoir combien j'en avais, combien étaient debout, combien étaient couchés. Donc je vais aller vers le schéma et non pas le dessin. C'est ça les lunettes du mathématicien, c'est aller à l'essentiel dont j'ai besoin. Et donc on va schématiser des situations, des problèmes, etc. On va se rendre compte que finalement ces schémas, tiens, ils se ressemblent fort. Ah bah oui, parce que c'est plus ou moins le même problème, donc je vais les catégoriser et je vais mettre en place un modèle de résolution du problème, de ce type de problème. Une fois qu'on a bien compris ce qui se cache derrière, alors on va aller symboliser les choses. On va aussi amener l'enfant à mémoriser pour pouvoir par la suite diminuer sa charge mentale, puisqu'il a acquis les choses, elles seront dans sa mémoire à long terme, là, donc il va pouvoir un petit peu alléger sa mémoire de travail direct. Avec les automatismes de base, donc là on a mis plusieurs exemples d'activités pour automatiser ces faits numériques. Et donc là de nouveau je spoil le programme P3P4. On a mis aussi une activité avec la méthode de Leitner, en fait peu importe comment elle s'appelle, l'idée c'est de se dire je mémorise après 1 jour, après 1 semaine, après 3 semaines et j'espace de plus en plus les choses à mémoriser. Et donc au fur et à mesure qu'il maîtrise le calcul, il va le faire avancer dans la boîte et y revenir de moins en moins souvent pour pouvoir vraiment l'intégrer. Dernier facteur favorisant pour l'algèbre, enfin pour l'arithmétique, pardon. Accorder de l'importance à la stratégie de résolution et non pas au résultat. Vraiment prendre le temps de s'arrêter, ok, le résultat il est là, je le connais, maintenant moi je vais aller m'intéresser à quel est le chemin pour aller de A jusqu'à B. Et donc on va s'entraîner à faire des calculs, on va vérifier évidemment la réponse, mais après on va aller observer quelle est la stratégie que moi j'ai utilisée, quelle est la stratégie que le copain, que madame, que monsieur a utilisée, et ok, finalement je me rends compte que ma stratégie, elle est bonne, je la garde, ou bien, ah non, mais moi j'aime bien celle-là, elle me plaît bien, ok, je vais aller vers celle-là. Et varier les stratégies. Je n'utilise pas une stratégie, j'utilise une stratégie en fonction de la situation. Et on retrouve la dimension, évidemment, ici, du contexte social de la classe. Voilà pour l'arithmétique à l'algèbre. Deuxième champ, les objets d'espace à la géométrie. Un de ces types est le frère jumeau de l'autre. Lequel? Donc, observer l'environnement, observer les objets qui nous entourent. La structure, on avait avant repérer, reconnaître, dégager des régularités. On retrouve la même structure. Se repérer, communiquer des positionnements, des déplacements. Appréhender, représenter les objets de l'espace, même structure. Et puis, dégager des régularités. Sauf que vous voyez que le 2.3.1, là, il est en gris. Parce qu'on a ralenti les apprentissages. La symétrie va vraiment apparaître pleinement en P3-P4. On va mollo. L'enfant, avant 6 ans, il n'est pas capable de comprendre la symétrie. Son cerveau, il n'est pas encore mature. Donc, on ne va pas encore trop le travailler en maternelle. On va commencer en P1, P2, ce qu'on faisait avant en maternelle avec les axes. Et la symétrie, vraiment la symétrie, ça va commencer en P3, P4. Les facteurs favorisants pour le repérage. Donc on a mis des facteurs favorisants pour le repérage et d'autres facteurs pour les solides et figures, parce que ce sont quand même 2 choses différentes. On va exploiter l'espace de vie de l'élève, la classe, la cour, l'environnement proche de l'élève. On va évidemment respecter les étapes du développement, donc le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, mais aussi des tableaux de Van Diel et de son épouse, dont j'ai oublié le nom à cette brave madame, qui a aussi bien développé, par exemple, l'enfant en maternelle. Il va être sur... Non, je vous spoil la suite, je vous le dirai après ça. Mais donc respecter le développement de l'enfant. Et lui faire prendre conscience
que son regard a une importance, la façon dont je regarde n'est pas la même que la façon dont l'autre regarde parce qu'il n'est pas au même endroit que moi. Et donc travailler cette notion de point de vue. Moi je décris la maquette de mon point de vue, le copain qui est de l'autre côté de la maquette, il verra pas la même chose que moi. Et donc si je lui dis que le bonhomme est devant la maison, il va peut-être pas être d'accord parce que pour lui le bonhomme sera derrière la maison. D'accord ? Important de faire prendre conscience et de travailler ça avec les enfants. Pour les solides et figures, on va aller exploiter la nature. Classe du dehors, ça c'est génial pour travailler les solides et figures. Il y a plein de choses à voir dans la nature, qui est très bien faite. Et donc on retrouve plein de formes géométriques dans la nature. On va utiliser l'art. D'ailleurs, en P3, P4, on a mis une œuvre de Folon à l'église Saint-Étienne de Oa. C'est pas très très loin d'ici. Nous, on l'a développé en P1, P2 à travers de l'art africain avec les lithémas pour travailler justement cet axe de symétrie. Donc pas la reproduction d'une image par symétrie, mais comprendre ce qu'est un axe de symétrie. Et puis passer de ce que je vois à ce que je sais. Donc c'est ça que j'ai failli spoiler juste avant. En maternelle, l'enfant est dans « je vois ». C'est un carré, pourquoi ? Bah parce que je le vois bien, madame, c'est un carré. Je le sais, c'est comme ça un carré. Et puis bah là, on rentre en P1, P2, P3, P4, on va commencer à aller dire « c'est un carré parce que je le sais ». Je sais qu'un carré, il a 4 côtés, des angles droits, blablabla. Blablabla. Donc je vais commencer à devoir argumenter avec des savoirs. Et plus simplement, bah, c'est une évidence, hein, c'est un carré, ça se voit bien. Voilà pour les solides et figures. Troisième champ, les grandeurs et la relation entre variables. Mon Dieu, que constatai-je ? Ma montre retard pile de 12 heures. Alors très drôle pour nous, je suis pas sûr que tous les enfants comprennent la blague. Hein, l'aiguille, elle passe 2 fois au même endroit. Une fois, ça s'appelle 1 heure, une fois, ça s'appelle 13 heures. Pourquoi ? Voilà. Et là, la structure est très différente dans l'ancien programme. Mais c'est une structure vraiment intéressante. Dans l'ancien programme, on avait comparé, mesuré. Et puis, on avait opéré, fractionné. Et c'était un peu 2 grands fourre-tout. Ici, ça a été vraiment découpé de manière beaucoup plus précise. On va d'abord comprendre ce qu'est une grandeur. On va amener l'enfant à concevoir ce qu'est une grandeur. Une fois qu'il a compris ce que c'était, on va l'amener à agir. Et donc, il va commencer à mesurer des grandeurs. Puis, il va commencer à opérer. Il va additionner, il va multiplier, puis il va avoir des aires, des périmètres et des choses ainsi. Il va ensuite agir, puis opérer. Et là, on va avoir les fractions qui apparaissent. Alors, les fractions, là, on ralentit aussi. On va être vraiment dans explorer les fractions. Et tout ce qui est opéré sur les fractions, ça commencera en P3, P4. Et puis les pourcentages viendront dans la lignée. Ah bah oui, en fait les pourcentages, c'est quoi ? C'est une fraction sur 100. Une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça en fait. Et que c'est pas encore une fois quelque chose de nouveau qu'on nous amène. Tiens, ce que j'ai appris sur les fractions, je l'applique avec 100 sur les pourcentages. Voilà. Et quand on a fait tout ça, on va les mettre en relation, les grandeurs. Et là apparaît la proportionnalité directe. Et là aussi, on ralentit. En maternelle, il ne travaille plus du tout ce fameux résoudre des problèmes simples de proportionnalité directe. Alors, le seul mot simple, c'était simple. Le reste, on n'a jamais très bien compris ce qu'on devait en faire en maternelle. Bien non, en maternelle, on leur fout la paix avec ça. Il y a bien d'autres choses à mettre en place. Et on va entrer tout doucement dans la proportionnalité en P1, P2. On va respecter la progression dans la découverte des grandeurs. Donc je vous ai expliqué, cette progression, on va la respecter, on va y aller tout doucement, une étape à la fois. On va construire des représentations mentales et des représentations, des repères de ce qu'est une unité conventionnelle. Alors moi, je regrette qu'on n'ait jamais fait ça avec moi parce que je suis incapable de dire ce qu'est 1 kilomètre. Il y a combien de Braine-le-Comte à Comines ? Il y a 1h15 de route. Mais je ne sais pas combien de kilomètres ça fait. J'ai pas une représentation mentale de ce qu'est 1 kilo, 1 gramme, etc. On va essayer de travailler ça avec les enfants, de leur faire aller rechercher dans leur quotidien des objets dont ils vont pouvoir mémoriser. Ah ben oui, c'est ça 1 gramme, c'est ça 1 kilo, c'est ça 1 mètre. Pour qu'ils puissent vraiment avoir ces repères, les mentaliser, ces repères. Travailler l'estimation. Alors estimer, en fait, c'est faire une première fois la démarche dans sa tête. C'est faire la démarche de mesurer dans sa tête. Et puis je vais aller mesurer réellement ce qui s'est passé. Mais pour estimer, je dois avoir des repères dans ma tête. C'est indispensable. On va manipuler des fractions, mais les manipuler dans une diversité. Donc pas que des pizzas. Alors c'est bon les pizzas, hein, mais il n'y a pas que ça pour faire des fractions.
Et pas que des surfaces. Je vais fractionner aussi des quantités, des liquides, des volumes, etc. Pas uniquement des surfaces. Et puis, je vous ai dit, entrer en douceur dans la proportionnalité. On va aller découvrir, on va aller schématiser ce qu'est une proportionnalité. On va aller manipuler. Tiens, on a fait le nichoir à insectes, on en a fait un. Moi, je voudrais en faire 3. Comment je fais pour avoir le bon matériel? Mais je vais aller le manipuler, je vais aller le dessiner, je vais aller le représenter pour vraiment créer cette image mentale de ce qu'est une proportionnalité directe. Dernier champ, de l'organisation des données à la statistique. Alors, ma cote de popularité est assez stable et même en légère hausse. Oui, on fait un petit peu dire ce qu'on veut aux statistiques. Et donc, c'est intéressant pour créer un bon citoyen qu'il soit au fait de comment analyser des données, qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces informations. Et là, finalement, quand on regarde la structure, pas de grande nouveauté. J'organise et je représente. J'organise mes objets, j'organise mes données. Et puis je représente ou je lis des représentations. 2 facteurs favorisants, varier un maximum les situations, des situations de tri, des situations de classement, et utiliser le traitement de données, donc l'organisation des données, pour résoudre des enquêtes. Montrer pourquoi on organise ces données. C'est pas juste j'organise pour j'organise. J'organise parce que ça va me permettre d'y voir clair et de comprendre les choses. Voilà, bon café à tous!